Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique, ce rendez-vous de décryptage et d'analyse des faits marquants de l'actualité. Vous le savez, le Bénin s'apprête à célébrer ses 65 ans d'indépendance. Nous nous abutions depuis quelques années déjà à la fête nationale du Bénin, une étape significative qui invite à une analyse rétrospective et prospective de son parcours. De l'euphorie des premières années à la construction d'une nation, le Bénin a traversé des périodes de grande instabilité politique, notamment les coups d'État et régimes militaires des premières décennies, avant d'opérer bien évidemment un tournant démocratique majeur au début des années 1990. Quel est le bilan que l'on peut faire aujourd'hui? Le Bénin indépendant, 65 ans après. Et pour faire l'exercice, nous avons invité pour vous un digne fils du Bénin. Il a manifesté donc sa disponibilité pour pouvoir échanger avec nous sur Matin Libre Politique. Il a nom Patrice Rougneva. Il est acteur politique, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, natif d'Abomey-Calavi, je le précise, parce que justement, on en parlera. Patrice Rougneva, bonjour. Bonjour, Merci monsieur pour le la journaliste. disponibilité. C'est toujours un plaisir. Ah ben, Patrice Rougneva, on l'a perdu dans nos radars, on l'avait perdu, mais aujourd'hui, il est avec nous. Vous êtes toujours acteur politique? Je reste et je suis toujours un acteur politique. Très bien. En tout cas, merci de pouvoir manifester votre disponibilité pour pouvoir échanger avec nous aujourd'hui. Déjà, quand nous prenons le Bénin 65 ans après, quand on fait un retour en arrière, qu'observez-vous? Merci, monsieur le journaliste. Je dois prendre sur moi la responsabilité, sinon avec un certain honneur personnel, vous féliciter. Merci. Féliciter l'équipe de Matin Libre, la jeune équipe de Merci. Matin Libre que je découvre ce matin et qui me permet de dire que, qu'on le veuille ou pas, notre pays avance. Qu'on le veuille ou pas, la jeunesse de notre pays prend en main progressivement ses responsabilités. Je tiens également à saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, de tous ceux qui écoutent cette émission, et dire que c'est avec un plaisir tout particulier que je suis là pour évoquer avec vous ces quelques sujets d'actualité, parce que parlant de l'indépendance, c'est notre actualité de ce moment. Pour revenir donc à votre préoccupation, Oui. Avec un peu de recul, on peut déjà aujourd'hui se dire que si l'indépendance de notre pays doit être comparée à une naissance, 65 ans après, on peut sans risque de se tromper que l'enfant qui est né il y a 65 ans a pris le temps de grandir. De grandir et aujourd'hui de passer de l'âge de la fleur de la jeunesse à l'âge de la sagesse et de la maturité. Et donc, quand on traverse la jeunesse et qu'on arrive à l'âge de la maturité, on doit assumer tout ce qu'on a vécu. Et comme vous l'avez dit, notre pays, dans le processus de sa maturité, a traversé beaucoup de périodes. Des périodes pour lesquelles nous ne devons pas nous cacher. Certaines de ces périodes ont donné l'impression de gêne, mais moi j'ai toujours dit chaque pays doit assumer l'ensemble de son cheminement. Nous devons être fiers de tout le chemin que notre pays a parcouru. Et donc d'avoir connu ces instabilités politiques. Tout ceci a participé à la destination à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Et j'ai toujours l'habitude de dire, parfois il faut pour un pays de traverser ces moments de turbulence pour que, à l'arrivée, on puisse se rendre compte qu'on a mieux à faire pour arriver à satisfaire l'atteinte de nos concitoyens. Les choix politiques doivent être toujours encadrés dans le contexte. Et comme on le dit,
le contexte de l'enfant qui naît n'est pas forcément le contexte de l'enfant qui a 18 ans, qui a 20 ans. Voilà. Un enfant qui naît dans un contexte où les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, où les attentes ne sont pas forcément les mêmes, mais plus l'enfant va grandir, plus on va se rendre compte que on ne peut pas rester à faire de la même façon avec cet enfant parce qu'il prend de l'âge, il faut faire autrement. On a tout fait quand même hein, de pouvoir balayer du revers de la main un certain nombre d'acquis pendant ces premières périodes avant 1990, parce que c'était la période révolutionnaire. Par ailleurs, c'était le monstre à trois têtes avant la période révolutionnaire. Tout ça, on a trop tôt. On a balayé du revers de la main, justement, ce pan de l'histoire. Je ne dirais pas qu'on la balaye du revers de la main, parce que si on l'avait fait réellement balayer du revers de la main, oui, c'est qu'on a la possibilité de l'effacer de notre histoire. Aujourd'hui, l'histoire de notre pays continue d'enseigner ça à nos enfants. Dans nos écoles, ça continue d'être enseigné, l'histoire politique du Bénin. Et vous ne pouvez pas, aujourd'hui, accéder à l'histoire politique du Bénin sans avoir une idée de toutes ces péripéties par lesquelles le pays est passé. Ce n'est pas avec fierté qu'on évoque quand même cet aspect sombre. Je le dis toujours, personne ne peut être fier de toute situation qui crée une instabilité. Parce que dans l'instabilité, vous ne pouvez jamais être en mesure de réfléchir sereinement, d'aborder les réelles questions. Dans l'instabilité, il y a forcément cette tendance à faire de n'importe quoi. Oui. Et c'est pour ça que, tout en enseignant cette histoire, en réalité, on appelle l'esprit collectif à savoir que ce passé-là que nous assumons, nous ne devons plus jamais y replonger. Mais quand vous ne finissez jamais d'assumer votre passé, vous ne tournez jamais la page. C'est pour ça qu'il est important que ce passé soit rappelé, mais une fois qu'on l'a rappelé, qu'on l'a assumé, qu'on soit réellement en mesure aujourd'hui de dire que plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que quand on est sorti de là, on a aujourd'hui un contexte des enjeux, on a aujourd'hui des citoyens qui, après avoir vécu tout ceci, ont compris par eux-mêmes qu'il faut changer de régime politique. Vous savez, ce peuple est un peuple très extraordinaire, parce que quand on a traversé tout ça et qu'on a été capable d'aller chercher dans ce même peuple des gens qui prennent l'initiative de se mettre ensemble pour changer de régime politique. Je vais parler donc de ce passage du régime purement autocratique et révolutionnaire au régime de la démocratie. Ça aussi, c'est à l'actif de ce peuple-là. Donc un peuple qui a cette facilité à un moment donné de reconnaître que les choix qui sont opérés ne sont plus des choix qui sont en cohérence avec les attentes de son peuple et qui décide donc de changer. C'est un peuple qu'il faut respecter. Et c'est pour ça que je dis, au-delà de tout ce qu'on peut se reprocher, il faut avoir le courage de dire que le peuple béninois reste un peuple debout, un peuple qui sait assumer ses responsabilités. Très bien. Et déjà, pour ceux qui ont questionné l'histoire et qui ont peut-être demandé un certain nombre de choses par rapport à cette première période, si on pourrait faire ce découpage ainsi avant 1990, est-ce que vous êtes nostalgique d'un certain nombre d'acquis, de bonnes choses qui s'étaient passées qu'on pourrait peut-être en attirer leçon aujourd'hui? La seule nostalgie, c'est que cette période a permis à notre pays de faire l'exercice d'un pouvoir concentré dans les mains d'un parti unique. Quand on a cette nostalgie-là, on peut aujourd'hui se demander si on peut revenir là. Donc pour moi, le seul acquis... C'est-à-dire que vous auriez souhaité? Non, pas du tout. Pas du tout, dans la mesure où on nous a toujours dit que seul, vous pouvez toujours aller vite, mais quand vous êtes ensemble, vous irez encore plus loin. La pluralité en termes de pensée, en termes de conception, amène toujours une organisation, une communauté à vivre beaucoup d'expériences, et c'est dans ces expériences-là que naissent généralement des politiques qui permettent réellement de satisfaire à l'ensemble des communautés qui composent cette nation-là.
Aujourd'hui, hier, dans le cadre donc, du parti unique et de la révolution, il y a une seule pensée, un seul courant qui était imposé à l'ensemble du peuple, et sans qu'il y ait une possibilité pour ce peuple-là d'exprimer réellement ses ressentis. Mais tout le monde sait que chaque fois que vous empêchez les gens d'exprimer les ressentis, à la fin, vous finirez par ne plus avoir les moyens de contrôler ces ressentis-là. Et donc, la nostalgie qu'on peut avoir de cette période aujourd'hui, c'est qu'elle nous a permis de vivre toutes ces expériences-là et de tirer comme leçon fondamentale que notre pays, pour qu'il se mette réellement au diapason de son peuple et de ses attentes, ne doit plus jamais revenir dans un système de parti unique. Très bien. Et nous avons quand même amorcé donc le renouveau démocratique en 1990. Vous le dites si bien, Patrice Mouieva. Déjà, est-ce que le peuple béninois était prêt véritablement pour les exigences de la démocratie? C'est comme si vous demandez à un enfant qui quitte le CM2 pour la classe de 6e s'il était réellement prêt. Il ne peut jamais être prêt. Mais le fait est qu'il est passé de la 6e année du cours primaire au cours secondaire. Oui. Et parce qu'il n'est pas prêt, est-ce qu'il va se dire « je commence par la 6e » Il ne peut jamais se le dire. En réalité, notre peuple avait de façon volontaire et de façon unanime fait le choix de changer de régime politique et donc de basculer vers le choix d'un régime qui met vraiment le peuple au cœur de la gouvernance. Et c'était un régime qui, par ailleurs, était mis déjà en œuvre sur d'autres continents. Et donc, c'est au regard des quelques avantages que nos aînés de ce moment-là ont vu de ce type de régime qu'ils ont décidé et opéré collectivement ce choix-là. Notre peuple, dans sa globalité, n'était pas forcément prêt. Et il en sera toujours ainsi chaque fois qu'on décide de changer de régime politique ou on décide de changer de choix politique. Et tout à l'heure, vous verrez que dans ce processus démocratique qui a commencé en 90, il y a eu encore d'autres évolutions, d'autres changements pour lesquels les gens ne sont jamais prêts. Et donc, en réalité, vous ne pouvez jamais être prêt quand vous devez changer un cap par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, en 1990, notre peuple avait juste soif de quitter la terreur instaurée par le parti unique, de quitter le sous-développement consacré par le parti unique, de quitter donc l'embrigadement de la gestion du pouvoir et public par un seul parti et de faire l'exercice d'une gouvernance participative, d'une gouvernance inclusive et d'une pluralité d'opinions pour que de cette pluralité jaillissent réellement des institutions, des organes qui permettent de contrôler les uns les autres dans la République et donc de veiller également à ce que les politiques publiques reflètent réellement les aspirations profondes du peuple. Très bien. Donc, on ne peut pas dire qu'en 90, on était prêt pour la démocratie, mais on était prêt pour quitter la situation d'avant. Et donc, cette volonté, ce vrai désir que nous avions, que nos aînés avaient de quitter ce régime-là, était, de mon point de vue, suffisant pour que, même si a priori il n'était pas prêt, il puisse faire le chemin de la démocratie. Et je pense que ce chemin, il a été fait depuis 1990 et vous pouvez voir aujourd'hui à quoi ressemble le Bénin. Voilà, et puis le Bénin, justement, depuis 1990, 4 présidents de la République qui ont pu coordonner les choses pour que ce renouveau démocratique puisse toujours vivre. Déjà, quel est le bilan qu'on en fait aujourd'hui, Patrice Mouieva? Je pense que je ne vais pas être hypocrite. Oui. De 1990 en 2025, on peut, en fonction de ce que nous avons vu comme processus démocratique dans notre pays, se réjouir. Se réjouir dans le sens que le choix politique
qui a été fait en 90 n'a pas été remis en cause jusqu'à présent. Et ça, pour moi, c'est un point positif. L'instabilité vient du changement récurrent des choix politiques. La stabilité, de façon crue, tient déjà au fait que lorsque un pays fait un choix, arrive à respecter ce choix, arrive à travailler dans le cadre du maintien des acquis de ce choix, cela crée déjà une certaine stabilité pour le pays. Et pour moi, le premier bilan que je tire de cette période de 90 à aujourd'hui, c'est que notre pays, malgré les difficultés d'appréhension de la démocratie et de ses contours, a réussi quand même à maintenir ce choix politique du régime démocratique, a réussi quand même à garder l'option démocratique comme l'option de gouvernance de notre pays. Après, lorsqu'on va rentrer à l'intérieur pour voir comment est-ce que ça s'est passé de 90 jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, on pourrait, selon les référentiels, trouver qu'il y a un bilan mitigé par endroit et satisfaisant par endroit. Mais globalement, au plan politique, nous devons pouvoir être unanimes pour dire que notre pays, avec le choix qui a été fait en 90, et malgré la multitude des pensées, malgré la diversité des hommes et des femmes qui ont eu la charge donc de conduire ce choix politique, on n'a pas connu de recul, on n'a pas eu un bouleversement politique majeur depuis 90 à ce jour. Et ça, c'est relatif pour moi de notre pays. Et c'est ça que je retiens. Après, nous aurons l'occasion de dire sur le fond comment est-ce que, de façon séquentielle, ce processus a évolué de 90 à aujourd'hui pour que le jeune ou l'enfant béninois qui naît aujourd'hui puisse se dire que mon pays de 90 à aujourd'hui a avancé ou a traîné un peu les pas. Très bien. En termes de valeurs, hein, il y a quand même beaucoup d'anciens qui sont nostalgiques du fait que le Bénin comptait sur ses propres forces pendant la période révolutionnaire notamment, mais aujourd'hui, l'individualisme, la béninoiserie, tout va avec, et puis les valeurs se sont effritées peu à peu. Je ne dirais pas forcément que les valeurs se sont effritées. En réalité, c'est le système politique, le système de gouvernance que nous avons choisi, aujourd'hui, nous donne l'impression que les valeurs ont disparu. Les valeurs n'ont pas disparu. En réalité, aujourd'hui, nos valeurs doivent dorénavant être intégrées dans ce qu'il convient d'appeler le dispositif qui conduit le pays vers sa modernisation. Donc, toute valeur individuelle qui, aujourd'hui, ne permet pas de s'intégrer dans le dispositif que le pays s'est doté pour arriver donc à satisfaire globalement nos besoins, ne peut plus être appelée une valeur qui profite au pays. En ce moment-là, on peut dire qu'il y a une disparition des valeurs, mais en vérité, c'est une mutation de valeurs en fait. Je pense que les valeurs d'hier où chacun pensait que ce qu'il apporte comme réflexion suffisait largement pour sortir le pays à tel niveau ou à tel autre de sa situation, on se rend compte au fil du temps que c'est une politique qui met l'accent sur l'inclusion et sur la diversité des opinions, sur donc la participation collective qui permet donc au pays d'atteindre plus rapidement, et comme je l'ai dit, hier, avec des valeurs individuelles, on pouvait espérer que d'ici 50 autres années, on va y arriver. Mais avec aujourd'hui un système de participation collective, avec un système de discipline collective et surtout un système de gestion participative, on va y arriver un peu plus tôt. Et je pense qu'on est sur le chemin. Très bien. Il y a certains qui estiment, rentrons dans le fond maintenant, et puis sur des opinions que certains évoquent. Depuis 2016, certains estiment que ce renouveau démocratique que nous avons amorcé connaît quelques balbutiements quand on sait que d'aucuns veulent restaurer
donc l'état de droit, estime que les acquis démocratiques sont bafoués, un certain nombre de choses. Quel est le regard que vous portez justement sur ces aspects qu'évoquent souvent certains concitoyens? Je pense que là, vous venez tout droit vers la question qui se pose à l'ensemble de nos concitoyens aujourd'hui de savoir, parce qu'on a réussi à maintenir donc la stabilité du régime politique démocratique de notre pays, est-ce que quand même on a réussi à assurer le développement économique pour autant? C'est la question. Parce qu'une chose est de permettre au pays de garder sa stabilité politique par rapport donc à cette capacité du peuple à ne plus jamais reculer en termes de régime politique, en termes de régime de parti unique autocratique. Nous avons réussi ça collectivement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour autant on a réussi collectivement à faire bouger réellement le pays sur le plan du développement économique intégral? Et c'est en voulant répondre à ça que je vais répondre à votre question. Exactement. En voulant répondre à ça, on est obligé de se demander, dans cette stabilité en termes de l'option politique et du choix de régime, est-ce qu'on a pu faire les bons choix de gouvernance? En se posant cette question, vous allez comprendre que chaque séquence de 90 jusqu'à aujourd'hui essaye donc de nouveaux choix de gouvernance. De sorte qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est simplement de mettre les choix de gouvernance de chaque séquence, de les mettre sur la table et d'évaluer les retombées. Parce qu'en réalité, ce que veut le peuple, il a beau être libre, mais le peuple, il veut à la fois la liberté, mais autre chose. Parce qu'un peuple à qui tu garantis toute la liberté, à un moment donné, va te réclamer autre chose. Alors, cela voudra signifier qu'il faut choisir entre, donc, de restreindre l'État, peut-être les libertés, et de pouvoir contribuer à une bonne santé économique. Non, cela voudra dire qu'il faut non seulement lui assurer cette liberté, mais lui assurer également la survie et le développement personnel au sein de sa communauté. Très bien. Parce que, croyez-moi, hier, notre pays a vécu donc des moments où nous avons toujours eu l'impression que nous sommes totalement libres. Aujourd'hui, c'est comme si on a l'impression qu'on n'est pas totalement libre. Mais en réalité, ce n'est qu'une impression. Parce qu'en vérité... Pourtant, pour certains, il y a des actes où il y a, vous savez, il y a quand même des acteurs politiques de l'opposition qui sont en prison. Il y a justement des personnes qui sont des lanceurs d'alerte qui sont appréhendées. Je suis totalement d'accord. Et ça, vous faites bien de dire qu'il y a des acteurs politiques de l'opposition. Mais le problème, c'est que de toutes les séquences de 90 à aujourd'hui, de tout ce qu'il y a eu comme choix de gouvernance de 90 à aujourd'hui, il y a toujours eu des gens en prison. Il y a toujours eu des gens envoyés en prison pour telle ou telle autre raison. Demain, quel que soit le choix de gouvernance qu'il y aura toujours des gens en prison. Le sujet, en réalité, ne doit pas être réduit au fait que la liberté signifie ne pas aller en prison. Le sujet doit être, est-ce qu'on va en prison normalement ou on va en prison abusivement? Et c'est cet exercice qu'il faut qu'on fasse pour réellement être d'accord ou non avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un état de droit. Parce que l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est un état dans lequel les citoyens, autant ils sont libres de s'exprimer
d'aller et de venir, autant ils sont contraints de respecter l'aller et la venue des autres, de respecter le bien collectif, de respecter l'organisation communautaire, etc., etc. Alors, quand vous prenez l'état des droits, que vous réduisez ça juste à la garantie de liberté, votre évaluation de l'état des droits bascule tout de suite lorsque vous voyez que des gens qui se mettent à travers d'autres principes mis en place par le même état des droits connaissent des difficultés sur le volet liberté. Pour faire l'analyse, il faut le faire globalement. Moi, je dis, aujourd'hui, est-ce que le Bénin continue d'avoir des institutions du pouvoir et de contre-pouvoir régulièrement fonctionnelles? C'est une question à laquelle vous allez répondre. Mais la réponse est, elle est oui. Aujourd'hui, de 90, je peux même dire, de cette séquence-là, d'où les gens pensent que pendant cette séquence, il y avait un état de droit, et que subitement aujourd'hui, dans une séquence qui est la séquence actuelle, il n'y a plus d'état de droit. Retournons-en, allons dans cette séquence-là pour voir ce que signifiait l'état de droit. L'état de droit, dans toutes ces séquences, signifiait d'avoir donc des institutions de la République qui fonctionnent normalement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les mêmes institutions qui fonctionnent? C'est oui. Signifie qu'il y ait donc la régularité en termes de processus électoral dans notre pays. Les élections qui sont tenues à bonne date et régulièrement. Dans toutes ces séquences, y compris celles d'aujourd'hui, est-ce qu'on a régulièrement nos élections? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen dans notre pays, dans les séquences d'hier, avait l'obligation, quand il se sent brimé, s'adresser soit à la justice ou s'adresser à des institutions de contre-pouvoir? Aujourd'hui, dans la séquence d'aujourd'hui, est-ce que les citoyens n'ont pas cette possibilité? C'est oui. Quand on regarde tout ça, en réalité, le problème n'est pas qu'on a quitté un état de droit. Le problème, c'est qu'on... Vous évoquez justement le contre-pouvoir. Vous savez, à l'Assemblée nationale, oui, quand on a une majorité, oui, où les lois passent trop facilement, oui, est-ce qu'on est toujours dans dans une institution de contre-pouvoir? En réalité, je vais vous dire, oui, le contre-pouvoir ne se décrète pas. Le choix politique que nous avons fait, oui, nous dit clairement que le contre-pouvoir vient du processus électoral. Le contre-pouvoir vient donc de la volonté exprimée par le peuple. À divers degrés, le peuple peut estimer ou exprimer sa notion de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir à l'Assemblée part des élections législatives. Alors, ou alors on laisse les élections et on définit le contre-pouvoir comme aller mettre une assemblée où il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Si on fait ce choix, inutile d'aller aux élections, on connaît dans le pays ceux qui disent que c'est pas bon, ceux qui disent que c'est bon, on prend une partie de ceux qui disent que c'est pas bon et une partie de ceux qui disent que c'est bon et on constitue l'assemblée. On peut faire ce choix. Mais est-ce que c'est les choix que nous demande le régime auquel nous avons souscrit et pour lesquels nous essayons de travailler? C'est non. Le régime, l'option politique que nous avons faite, dit que pour mettre en place quelque institution que ce soit, surtout lorsqu'il s'agit des institutions fondamentales de notre pays, il faut aller vers le peuple, il faut faire des élections. Et c'est au peuple, à travers son opinion, de mettre dans ces institutions-là des contre ou des pour. Mais si à un moment ou à un autre, le peuple estime qu'il n'y a pas assez de contre, c'est au peuple de dire qu'il n'y a pas assez de contre. La preuve, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, le peuple a estimé qu'il n'avait pas besoin forcément de ce qu'on appelle le contre, direct et violent. Mais à un moment donné, si le peuple estime que je veux ramener le contre d'une certaine façon, le peuple est libre. Parce que la seule... C'est vrai que le peuple est libre, mais il y a des instruments juridiques qui contraignent le peuple à aller dans la direction des dirigeants. Lesquels? Ah ben, il y a des instruments, vous savez, le code électoral, un certain nombre de mécanismes politiques pour les élections. Vous savez,
le code électoral, ce n'est qu'une loi, mais ne remplace jamais le vote du citoyen. Vous pouvez imaginer n'importe quel scénario dans un code électoral. Vous ne remettez jamais en cause le vote du citoyen. Le vote du citoyen reste libre et indépendant. Mais si un citoyen n'est pas d'accord avec votre code électoral, il peut exprimer ça dans son vote. Oui ou non? Parce que l'expression du vote permet aux citoyens de dire votre code électoral là, je ne le veux pas. Mais imaginez un scénario dans lequel, par exemple, un peuple veut désapprouver un code électoral. La meilleure façon pour le peuple de le faire, c'est à travers un vote négatif, par exemple. À travers un non-vote, par exemple. Mais est-ce que vous avez ça? Vous avez quand même un peuple qui exprime, malgré tout, son opinion. Si le peuple arrive toujours à exprimer son opinion, ça veut dire qu'en vérité, le problème ne se pose pas. Il faut plutôt aller expliquer au peuple quel est votre point de vue sur le code électoral et demander au peuple d'exprimer à son tour son opinion sur le dit code. Mais le code électoral n'est qu'un instrument qui permet d'aller vers des consultations. Et ce code n'est pas immuable non plus, étant donné que c'est une loi. En fonction de l'opinion que le peuple exprime au cours d'une élection A, la future élection B peut arriver à une modification du code électoral. Donc il revient toujours au peuple de dire si oui ou non, ce code permet l'atteinte des aspirations profondes auxquelles elle s'attend. Si réellement le peuple, au-delà de tout, arrive toujours à obtenir la satisfaction de l'ensemble des aspirations auxquelles elle s'attend, croyez-moi, en réalité, ce code électoral, il profite alors en ce moment-là au peuple. Et c'est pour moi, c'est pour ça que chaque fois que le débat sur le code électoral arrive, je dis, en réalité, le vrai niveau auquel il faut amener le débat du code électoral, ce n'est pas sur la place publique, ce n'est pas sur les plateaux de télévision, c'est auprès du peuple qui exprime le vote. Parce que ce n'est que là-bas que le code électoral peut être apprécié. Oui, nous acceptons ce code. Non, nous n'en voulons pas. Très bien. Je Parfait. pense que c'est ça. Patrice Ounieva, on va continuer donc dans nos échanges. 65 ans d'indépendance, quels sont véritablement les progrès en termes dans le domaine social que nous avons quand même pu engranger? 65 ans d'indépendance, sur le plan social, déjà, il faut dire que notre pays a traversé quelques moments de turbulence jusqu'en 90, où au plan social, nous avons tous vu à quoi correspondait le quotidien du Béninois. Depuis 90 également, où on a fait l'option du renouveau démocratique, où on a donc des instruments bien structurés qui permettent au peuple de faire des réclamations sociales, de les défendre auprès de ses gouvernants. Nous avons vu que malgré tout, à travers la mise en place des organisations socio-professionnelles, des syndicats, de la société civile, etc., etc., la part du social a pris un peu plus de l'ampleur. Vous savez, avant, il n'y avait pas forcément d'institutions qui avaient spécifiquement pour rôle d'aller défendre la part du social dans les options économiques de gouvernance qui sont faites. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a autant d'instruments. Le Conseil économique et social, les syndicats, les associations non gouvernementales, autant de structures aujourd'hui qui sont à l'avant-garde de la défense du progrès social. Et la conséquence, c'est ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce gouvernement qui peut aller présenter un budget devant l'Assemblée nationale ou qui peut présenter un budget au peuple sans dire réellement dans ce budget c'est quoi le volet social.
Hier, nous n'avions pas cette obligation. Hier, on avait juste un budget qui est soumis au peuple et qui est déroulé derrière. Aujourd'hui, on a besoin de savoir quelle est la part du social dans ce budget. Entre le dire et le concrétiser, il y a tout un écart. L'écart encore n'est qu'une appréciation. L'évaluation des écarts entre le dit et le concret reste soit dans l'information, soit dans l'appréciation. Dans l'information, parce que si vous n'avez pas l'information de la concrétisation, vous allez toujours évaluer que le dit est resté le dit, qu'il n'y a pas eu concrétisation. Est-ce que le concret, je ne le mesure pas dans ma poche, dans le quotidien du Béninois, ou je le mesure où concrètement? Le concret, vous le mesurez dans tous les aspects de votre vie, y compris dans votre poche. Par contre, si vous me dites, le concret, vous le mesurez en argent dans votre poche, vous me posez la question autrement, je vous dirai non. Parce que vous le mesurez dans votre poche de plusieurs façons. Je vous donne un seul exemple. Oui. Le progrès social d'une famille, c'est lorsque le père de famille ou la mère de famille se trouve aujourd'hui dans un état dans lequel ils ont soit un accès à l'emploi, où l'environnement juridique, économique permet d'accéder à un emploi, où l'environnement socio-économique permet d'accéder à une microfinance pour faire une activité. Mais le progrès social également dans une famille, c'est que les enfants que ce père et cette mère mettent au monde, quand ils vont à l'école, réussissent à étudier correctement, passent d'année en année et sortent rapidement de la charge de ses parents. Ça, c'est des progrès sociaux. Alors, tout ce qui est fait et qui permet que le père de famille puisse avoir rapidement accès à un emploi, que la mère de famille puisse soit avoir accès à un enfant, soit avoir accès à un financement ou à un microcrédit, sont déjà des paramètres qui agissent déjà sur le progrès social de cette famille. Quand nous quittons là, tout ce qui est fait pour permettre à ce que l'enfant qu'ils ont mis au monde, l'histoire d'une nuit faisant, arrive à trouver une école, va à l'école, est maintenu à l'école, ne subit pas des revers à l'école et à la fin de l'année, sort avec un niveau ou passe en classe supérieure, c'est un progrès social. Ensuite, quand nous quittons là, cet enfant, quand il sort, il a une école professionnelle, il a une université disponible, pas trop loin de lui, à des dizaines de milliers de kilomètres, où il peut aller s'inscrire, où il peut aller suivre une formation qui lui permet de commencer lui-même à participer à la construction du pays, c'est le progrès social. Vous voyez que sur toute la ligne là, je n'ai pas parlé d'argent, mais j'ai parlé du progrès social. Parce qu'il ne sert à rien que l'argent soit dans ta poche et qu'en un cas de tout, tu le vides dans tout ce dont je viens de parler là sans avoir de résultat. En ce moment, tu as beau avoir l'argent dans ta poche, mais tu es père de famille. Quel progrès social dans ton foyer lorsque tu as plein d'argent dans la poche, que tes enfants n'ont même pas de bonnes écoles à fréquenter, tes enfants ont des diplômes mais sont à la maison, ne font rien, que ta femme n'arrive même pas à faire quoi que ce soit? C'est quel progrès social tu as? Donc en vérité, aujourd'hui, il nous revient de nous poser la question de savoir comment est-ce que nous voulons vivre le progrès social. Est-ce que pour nous, le progrès social, c'est tout le dispositif que la gouvernance publique met en place pour permettre à ce que le père de foyer ou la mère de foyer que nous sommes, nous puissions circuler facilement, aller dans notre boulot, revenir, ou aller même dans notre champ, revenir, pouvoir vendre correctement nos produits, que nos enfants puissent trouver des écoles facilement fréquentées, avoir des diplômes et sortir de notre charge. Si c'est cela que nous appelons progrès social, monsieur le journaliste, vous comprenez avec moi que on préférerait bien ce progrès social à de l'argent en poche. Parce que l'homme ne vit pas que de l'argent en poche. Nous ne vivons pas que de l'argent en poche. Il y a des gens qui sont malheureux en ayant de l'argent en poche parce qu'ils ont une famille qui a des difficultés. Donc moi je pense qu'aujourd'hui collectivement,
c'est à nous de faire l'évaluation de ce que nous appelons progrès social et de voir si nos gouvernants, dans leur politique publique et dans tout ce qu'ils nous proposent comme instruments et outils de gouvernance, favorisent que l'ensemble des paramètres qui permettent d'agir sur notre évolution familiale au quotidien dans nos communautés est assuré. Si c'est assuré, cette appréhension, vous l'avez, certains de nos compatriotes l'ont également, mais si pendant des années, on a inculqué aux Béninois que l'argent dans la poche est important, et puis vous venez avec justement cette appréhension-là, comment le lui expliquer? En fait, le lui expliquer commence déjà à lui montrer pourquoi. Parce que tant qu'il n'y a pas l'argent dans la poche, le social ne va pas. C'est ce que je venais de vous expliquer. Il faut commencer à travailler dans le sens de montrer à nos concitoyens comment l'argent qui est dans sa poche ne vaut rien face à tel ou tel autre enjeu. Parce que l'argent qui est dans sa poche ne permet pas à sa famille de vivre dans de bonnes conditions, à sa communauté de vivre dans de bonnes conditions. Tu as l'argent, je te donne un exemple, le système qui est en place te permet d'avoir 50 000 francs en poche. Ouais. Mais le système qui est en place n'assure pas que de ta maison au centre de santé, la route qui va de ta maison au centre de santé ne soit pas assurée, que la route reste dégradée. Le système ne fait pas en sorte qu'il y ait une école primaire construite dans les environs de là où tu vis. Tu as les 50 000 francs en poche. Tu as besoin d'amener ta femme qui veut accoucher à l'hôpital. À cause de la voie là, le taximan qui doit te prendre, au lieu de t'exiger peut-être juste 10 000 francs de tes 50 000 francs, il te dit qu'avec la voie là, je te prends 25 000. Les 50 000 francs que tu as en poche et que tu applaudis par rapport au fait que c'est un système qui te met l'argent en poche, des 50 000 francs là, tu en sors combien? Tu sors déjà 25 000 francs pour le transport. Après, parce que les secousses de la voie font qu'arriver à l'hôpital, la sage-femme dit, mais elle a beaucoup saigné, vous allez perdre votre enfant. Tu perds ton enfant, tout ce qu'il y a comme conséquence derrière. En réalité, ta poche en réalité qui est à 50 000, dont tu t'égosies là, il est déjà tombé en moins. Mais non seulement il est tombé en moins, mais c'est toi-même qui, en tant qu'humain, qui est touché. Donc, nous devrons aujourd'hui nous poser la question de savoir c'est quoi le bonheur partagé que nous attendons de nos gouvernants. Parce que qu'on le veuille ou pas, aucun gouvernant ne peut venir aujourd'hui dire que celui qui travaille ne va pas obtenir son salaire. Ou celui qui va vendre sa production ne va pas obtenir le prix de vente de sa production. Ça, c'est le fondamental. Et aucun gouvernant ne peut restreindre ça. Alors, si un gouvernement dit, parce qu'il y a une ressource publique quelque part, que hier, peut-être à un moment ou à un autre, dans notre fonctionnement collectif, cette ressource publique, par le biais du dispositif en place, nous permettait d'avoir un plus dans notre poche. Dis plutôt que ce plus qui peut-être atterrit dans notre poche, nous utilisons à augmenter votre potentiel au niveau de la structure la plus infime qui est la famille, au niveau des structures inférieures qui sont les communautés à la base. Si un système met comme ça en place, il nous revient d'évaluer ça au bout d'un certain nombre de temps et de voir réellement si on fait un bon choix d'aller vers ce type de progrès social ou si on doit retourner vers le type de progrès social qui nous met seulement l'argent dans la poche et qui nous laisse dépenser en un quart de tout cet argent sans pour autant être heureux. Très bien. Merci beaucoup à vous, Patrice Rougneva. Vous évoquiez justement les syndicats. Vous savez que les syndicats ont participé activement à ce que justement le régime qui était en place puisse enfin décider qu'on a donc une assise que nous avons appelée la conférence nationale et tout cela. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une restriction énorme du droit de grève. Est-ce que ce n'est pas un aspect sombre donc de notre marche depuis 65 ans? Monsieur le journaliste, vous voyez, une fois encore, vous m'amenez là à retomber sur le même exercice
de mise en séquence des différentes étapes que nous avons parcourues depuis 1990 à aujourd'hui. Et pour évaluer un choix, il faut partir forcément des résultats du choix. Parce qu'autrement dit, on changerait, chaque jour on changerait. Parce que, quelles que soient les situations, chacun de là où il se positionne voudra toujours que ce soit son choix, qui soit le choix collectif. Mais le choix que collectivement nous devons adopter, c'est ce choix qui sortira du lot à l'aune des évaluations. Aujourd'hui, il faut évaluer la notion de restriction ou d'ouverture de droit de grève. Les résultats. De 1990 jusqu'en 2016, monsieur le journaliste, si je dois vous suivre, c'est qu'on peut parler en ce moment-là de la période d'ouverture du droit de grève. Parce que vous avez parlé de restriction. Je veux utiliser, votre mot pour dire, donc pour vous, avant, il y avait ouverture du droit de grève. De toute façon, il y a restriction. D'accord. Prenons cette période d'ouverture et ce que vous appelez aujourd'hui période de restriction. Évaluons les impacts. Dans cette période d'ouverture, c'était quoi les résultats? Les résultats, c'était que, effectivement, si je dors mal, le lendemain, je peux brandir et aller en grève. Donc, si je dors mal 10 fois dans le mois, et quand je dis je dors mal, je caricature. Donc, si j'ai 10 choses à demander dans le mois, je suis capable d'organiser 10 fois de grève de réclamation. Pendant les 10 fois là, j'ai créé quoi? C'est dans ce même pays que pendant cette ouverture-là, nous avons vu toute une administration fermée, bloquée. En vérité, tout abus devient nuisible. Mais toute fermeture également devient nuisible. Il faut chercher juste le juste milieu, comme on le dit. Et notre pays a la chance d'avoir fait les deux extrêmes. Nous avons la période révolutionnaire, qui a été la période de béni oui-oui. Donc, nous connaissons les revers de quand on a fermé entièrement, quand on ne laisse personne contester. Et puis, nous avons connu la période de 90 jusqu'à récemment dont vous parlez, de pleine ouverture. Mais nous avons deux résultats qu'on peut évaluer. Aucune de ces périodes en matière de grève ne nous a donné de bons résultats. La fermeture totale est nuisible. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut jamais être intelligent tout seul. Mais l'ouverture totale également est nuisible. Parce qu'elle conduit à des abus. Il faut chercher le juste milieu. Et ce n'est que cette troisième option qui est faite aujourd'hui. Le semi-fermé. Le semi-fermé. Et qui nous permet d'avoir des résultats. Monsieur le journaliste, je ne vous le dis pas. De toi à moi. Si pendant un mois, tu as l'habitude de travailler dans ce studio 20 jours, ce que ça t'apporte en termes d'émancipation, en termes de culture générale, en termes de développement personnel, n'est pas la même chose que si on restreint ça à 10 jours de travail seulement. Si tu n'as la possibilité d'aller au micro que 10 fois dans le mois, tu n'es pas la même personne que celui qui a la possibilité d'aller 20 fois au micro. Parce que quand tu apprends 20 fois d'aller au micro, tu montes de niveau que d'être à 10 fois. Aujourd'hui, on a essayé de tirer leçon de tout ce passé-là, parce que je dis, le futur ne se construit que sur le passif avec des améliorations. C'est pour ça que je ne suis pas
souvent d'avis avec ceux qui pensent que notre passé, là, on doit prendre un chiffon et l'effacer. C'est faux. C'est faux parce que vous risquez de construire en l'air. Vous partez toujours de la psychologie du passé, du processus de son évolution, pour tirer réellement leçon et mettre en place quelque chose qui permet à notre peuple d'aller vers ce qu'il souhaite. Aujourd'hui, on dit qu'on a restreint les droits de grève. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme augmentation ou acquis en termes d'avantages hier et qu'il n'y a pas aujourd'hui? C'est sur ces sujets-là qu'il faut aller faire la comparaison. Malgré qu'on a réaménagé. Qu'est-ce qu'il y a eu hier dans l'ouverture totale en termes de revenus directs pour les travailleurs ou pour ceux qui revendiquent et qu'aujourd'hui ils n'ont pas? Au contraire. Aujourd'hui, dans le réaménagement, il y a eu des revalorisations. Il y a eu des évolutions en termes d'indiciaires. Il y a eu des revalorisations salariales. Et aujourd'hui, il y a eu plus d'accès aux soins. Parce que les centres de santé ne subissent plus les droits de grève comme ça. Il y a eu facilité d'apprentissage au niveau de nos écoles. La preuve, vous voyez les résultats. Très bien. Patrice Nguema, ça va vite, hein? Ça va vite. Déjà 65 ans d'indépendance, le bilan politique. Le bilan politique, je puis dire que le Bénin a grandi depuis 65 ans au plan politique. Grandi déjà en passant de cette période où l'expression populaire était embrigadée, donc concentrée dans les mains d'un seul parti. On l'a rappelé rapidement tout à l'heure. Oui. Le pays a grandi en sortant de là. Ensuite, le pays a grandi en faisant l'expérience de l'ouverture totale. Cette ouverture totale, vous savez ce à quoi ça a abouti de 90, du multipartisme intégral, qui nous a conduit donc à des centaines de formations politiques chargées d'animer donc la vie politique. Et le pays a grandi parce que de cette période aujourd'hui, le pays est en train de sortir également de cette période pour tomber dans une nouvelle période de recomposition de l'offre politique en termes d'organisation politique sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, oui, c'est que ces différentes mutations sont en train de s'opérer en maintenant l'essentiel, l'option d'état de droit et de régime démocratique. Parce qu'en réalité, le seul combat juste sur lequel nous devons être collectivement intransigeants, c'est celui qui tend ou qui tendra à remettre en cause l'option du régime démocratique. Mais dans cette option, les choix de gouvernance qui permettent à notre pays d'être rassemblé, qui permet à notre pays d'être pérenne dans les choix politiques, dans les choix de gouvernance, nous devons collectivement travailler à améliorer ces choix politiques, ces options de gouvernance-là. Et je pense que le bilan politique de notre pays, moi personnellement, je trouve que il n'est même pas mitigé. Il est très positif parce qu'il nous... Dans ces trois séquences, oui, il est parti d'abord d'un système politique non contrôlable de révolution populaire qui est aveugle totalement sur les questions économiques, sur les questions de besoins fondamentaux des populations et tout. Nous sommes passés à un régime démocratique qui garantit la participation collective, qui garantit la consultation régulière du peuple sur ses aspirations. Et enfin, nous sommes en train d'atterrir sur l'équilibre entre les choix populaires, parfois non conformes, et les stratégies de développement nécessaires pour arriver très vite à la satisfaction des besoins généraux. Donc pour moi, le processus politique
de notre pays est satisfaisant et nécessite qu'aujourd'hui, nous puissions, après 65 ans, comme je l'ai dit, quand vous avez 65 ans d'âge, vous tendez déjà vers l'âge de la sagesse. Vous devez vous asseoir et faire un point. Très bien. Est-ce que c'est la sagesse qui nous amène justement à ces élections générales, une première au Bénin, et on voit un peu les enjeux pour le Bénin après 2026 notamment. C'est tout dit. C'est cette sagesse qui nous amène aujourd'hui à travailler, à rassembler davantage le peuple. Parce que, en fait, monsieur le journaliste, ce que nous ne voyons pas beaucoup, et surtout à travers la réforme actuelle du système partisan, c'est sa vocation à rassembler le pays. Rassembler le pays ou à rassembler les acteurs politiques? Mais l'acteur politique qui milite dans un parti, là, c'est qui les militants du parti? C'est les Béninois et Béninoises. Mais tout le monde ne sont pas politiques. Ils sont combien qui ne sont pas politiques? Bon, ils sont... Ah non, vous avez les statistiques. Ils sont peu nombreux. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des citoyens politiques. Même ceux qui ne sont pas politiques. Le seul fait de faire le choix de ne pas être politique, c'est que vous êtes politique. Ah bon? Nous sommes tous politiques parce que nous ne voulons pas opérer un choix. C'est pour ça que nous choisissons de ne pas être politique. Donc ça aussi, c'est notre façon d'être politique. Parce que ça nous permet de notre position de faire des critiques, de dire ce que nous pensons, sans être obligé de soutenir telle chapelle politique ou telle autre chapelle politique. Donc quelque part, nous sommes dans notre politique à nous. Donc moi je dis, ça rassemble cette réforme. Pourquoi? Parce que hier, dans ce multipartisme intégral, on pouvait survivre dans le pays avec autant de couloirs de vie séparés. Parce qu'il y avait des centaines de partis qui regroupent des Béninois qui vivent chacun dans leur couloir. Aujourd'hui, la nouvelle réforme nous permet d'enlever un peu nos égos. Parce que c'est aussi ça le rassemblement. Quand tu as des enfants, l'objectif, ce n'est pas de dire à tous tes enfants d'avoir la même idée ou de développer les mêmes principes. Jamais, tu ne peux pas. Parce que chaque enfant a son ADN, chaque enfant a son pédigré, donc il n'aura pas forcément les mêmes réactions. Mais la réussite de toi en tant que père, c'est qu'à un moment, que malgré leurs divergences, ces enfants forment une famille. Et que dans cette famille, chacun en apportant ce qu'il peut apporter, permet à cette famille de te rendre fier en tant que parent. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes beaucoup d'acteurs politiques qui hier n'ont jamais pensé qu'on pouvait se mettre assis autour d'une table pour parler politique. Mais la réforme du système partisan aujourd'hui nous a amenés à lever nos petits habits d'ego. Mais la problématique, c'est de savoir jusqu'à quand durera cette réforme. Durera cette réforme. Après 2026, est-ce que cela ne va pas s'effriter? C'est vrai, on ne fera pas aujourd'hui le bilan de la réforme du système partisan. Je pense qu'il faut souhaiter simplement que cela dure le temps le plus long possible pour que les aspirations profondes du peuple soient satisfaites. Pour que les querelles de division politique interne ne continuent plus de préoccuper notre quotidien et que plutôt nous soyons préoccupés par les questions de survie et de subsistance de nos populations à travers les grands blocs que nous avons. Très bien. En tout cas, le débat, nous le ferons une autre fois, Patrice Rougneva. Je l'avais promis donc à nos chers téléspectateurs, nos internautes. Patrice Rougneva, vous êtes donc de Calavi. Dans les 65 ans, bien évidemment, nos communes, depuis 2002, nous faisons l'expérience donc de la gouvernance locale, notamment à Bomé-Calavi. Qu'est-ce que vous pouvez brandir aujourd'hui comme, c'est vrai, vous n'êtes pas l'actuel maire, vous n'étiez pas maire non plus, mais qu'est-ce qu'on peut brandir aujourd'hui comme résultat concluant? Je pense que... merci de me poser la question parce que non seulement je suis natif de Calavi, mais je suis fier de l'être et je le revendique à chaque fois que j'en ai l'occasion.
Et pour moi, abordant la question de Calavi, c'est une façon d'aborder la question cruciale de la décentralisation et de la gestion donc, des collectivités territoriales. Je pense que si vous me demandez aujourd'hui quel est le vrai challenge pour ce pays, je dirais que c'est la décentralisation. Après les nombreuses années de gouvernance que nous venons d'observer, de mon point de vue, le seul chantier qui reste à mieux retravailler, à mieux regarder, c'est le chantier de la décentralisation, malgré tout ce qui est fait déjà. Parce qu'en vérité, le développement intégral du pays, en lien avec l'option de gouvernance décentralisée que nous avons faite, nécessite que nous ayons à la base de réels pouvoirs décentralisés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a encore du chemin. On a du chemin dans la mesure où il faut qu'il y ait une certaine maîtrise du développement à la base à travers la définition par les acteurs de la base de toute la politique de développement à la base. Je l'ai toujours dit, je pense que on ne va pas se cacher en disant qu'il y a aujourd'hui au niveau de nos collectivités territoriales quelques écarts entre les réelles aspirations de la base et la définition globale de la politique à la base. Est-ce que c'est l'incompétence Non, pas forcément. C'est juste qu'à un moment, et c'est pour ça que je pense qu'avec la dernière réforme de l'administration, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. En faisant quoi? En allant vers de réels gouvernements locaux. C'est-à-dire? En permettant que la politique locale soit davantage définie sur la base des priorités locales et synchronisée avec la politique nationale. Ah, parce que vous sentez... Parce que ce qui est perceptible aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas lire ce qu'apporte la politique locale par rapport à la politique nationale dans nos communes. Oui, quand on prend vous ne pourrez pas le lire. Par exemple, quand on prend le cas de Calavi, par exemple, vous voyez des lampadaires non allumés depuis des années qui sont là, l'obscurité totale et tout ça. C'est de la responsabilité de qui? Du pouvoir local ou du pouvoir central et tout cela? Mais c'est ce que je vous dis. Il est difficile aujourd'hui pour vous de faire la différence nette entre l'impact de la mise en œuvre de la politique locale par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans nos collectivités. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambition locale? Non, ça veut dire qu'il y a besoin, qu'il y a une vraie définition de la politique locale, qu'il y a une vraie... je n'aime pas souvent parler de démarcation, même si je pense que il faut un vrai distinguo entre les champs. Et une plus d'autonomisation au niveau de cette définition de la politique locale, mais surtout avec de vrais leaders. Très bien. Parce que nous n'en avons pas aujourd'hui. Non, on en a, mais le problème est que... Est-ce qu'on en a à Calavi, de vrais leaders? Non, mais Calavi, vous n'allez pas faire une injure à Calavi en disant qu'il n'y a pas de... Mais Calavi regorge de grands leaders aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devrons arriver à remettre en place une vraie politique locale et à permettre à ce que ces leaders puissent réellement, dans cette politique redéfinie et réautonomisée correctement, de prendre le lead et de faire ce qu'il faut faire en toute sérénité et surtout en cohérence avec les options stratégiques
qui sont faits au niveau de la politique nationale. On Parce qu'il n'y a pas de on politique reviendra décentralisée sur oui. sans la politique nationale. Oui. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de nos conseils communaux, il y a besoin de repenser la définition même de la politique locale, l'organisation de la gestion décentralisée. Des efforts sont faits, notamment aujourd'hui, en regardant un peu la question de la gestion financière. Parce que pour moi, le problème de nos communes ne se résume pas aux difficultés de gouvernance financière des communes. C'est même dans la capacité de définir réellement une politique locale qui se démarque de la politique nationale, mais qui le complète, mais qui est mise en œuvre et qui soit capable d'être évaluée en temps et en heure. Aujourd'hui, la plupart de nos communes surfent malheureusement sur les réalisations de la politique nationale. Et ça, pour beaucoup, ce n'est pas forcément lié à une incompétence des uns, même si pour certains, on sent quand même que c'est notoire. On peut quand même, c'est notoire, mais pour beaucoup, c'est de la nécessité aujourd'hui d'aller un peu plus loin. Et je pense que les réflexions certainement sont en cours dans ce sens. Très bien. En tout cas, on va continuer avec ce sujet. Je sais que ça vous intéresse beaucoup et donc malheureusement, on n'a pas le temps et puis ça va vite. Patrice Rougneva, votre mot de fin en 30 secondes. Mon mot de fin, c'est de vous remercier déjà de m'avoir reçu sur votre plateau, de remercier l'ensemble des militants du parti Union Progressiste Le Renouveau auquel j'appartiens et que je suis fier de militer, et enfin de saluer mes concitoyens d'Abomey-Calavi pour dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis et 65 ans après, certes, il y a encore des choses à regarder, il y a encore des choses à améliorer, mais il ne faut jamais se détourner du bon chemin. Et je pense que le bon chemin, c'est celui sur lequel les dernières options de gouvernance faites pour notre pays se sont inscrites. Il faut aller durablement dans ça. Et je salue d'ailleurs qu'une politique globale allant dans la consolidation de ce choix a été récemment votée par l'Assemblée nationale pour permettre à ce que on ne s'écarte plus trop de cette vision-là et qu'on aille rapidement vers le développement intégral de notre pays. Une fois encore, merci. Je salue particulièrement mes frères et sœurs de l'arrondissement de Révier, mon arrondissement de naissance. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Patrice Rougneva, donc acteur politique, membre de l'Union Progressiste Le Renouveau. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et également écouter notre invité qui a donné du contenu par rapport donc, aux différents sujets que nous avons abordés avec lui. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin les Politiques. On va se retrouver très incessamment sur nos antennes. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite sur Matin les TV. À bientôt.